Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver sur Canal Algérie pour ce nouveau numéro de l'émission Canal Foot que j'aurai le plaisir ce soir et durant toute la saison à venir de commenter en compagnie de notre collègue et notre amie Sarah Delbel. Bien le bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir messieurs, bonsoir à nos téléspectateurs également. Ravi d'être avec vous pour ce deuxième numéro de Canal Foot. Et pour toute la saison. Et pour toute la saison également. Voilà, elle sera ma co-animatrice. Pour ce soir, l'émission sera chargée, il y aura plein d'informations à donner, on va aller très vite. Et également ce soir, j'aurai le plaisir d'accueillir un expert FIFA qui est avec nous et j'ai le plaisir de retrouver encore une fois dans cette émission Canal Foot, monsieur Abdelkrim Benouda. Bien le bonsoir, très heureux de vous avoir parmi nous ce soir. Merci pour l'invitation. Bonsoir monsieur Kchout, notre ami Derbel. Et mon ami Mourad, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc c'est l'occasion de se voir, des retrouvailles et d'échanger les actualités. C'est vrai, les actualités du football au cours de cette saison, Inch'Allah. Et la présentation a été faite. Notre consultant de l'émission, monsieur Atmahar Mourad, bien le bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir Sarah. Bienvenue à Abdelkrim. Ça fait plaisir de le retrouver ici avec nous et bonsoir à nos amis téléspectateurs. Allez Sarah, on va rentrer dans le vif du sujet. On commence par... Voilà, on va parler d'équipe nationale. On va tout d'abord présenter un peu notre invité. Vous êtes instructeur au niveau de la FAF, expert FIFA également. Donc parlez-nous un peu de votre travail au niveau de la Fédération algérienne de football, votre rôle au sein de cette instance. Concernant ma fonction maintenant en tant qu'instructeur au niveau de la fédération, donc ils me font appel à chaque fois qu'il y a une possibilité d'encadrer des stages de la CAF. Donc vous savez bien que ces stages sont sous la tutelle de la Fédération algérienne de football. Il y a 3 niveaux, le CAF C, le CAF B, le CAF A. Et donc on est un panel d'instructeurs fédéraux reconnus par la CAF. On encadre sur le plan pratique et théorie l'ensemble de ces stages qui se déroulent à travers le pays. Voilà. Et ces derniers temps, les stages ont commencé. D'ailleurs, vous étiez il n'y a même pas 3 jours en stage. Oui, j'ai encadré un stage à Tigijda, c'est un agréable endroit, avec des instructions. C'était un stage d'évaluation avec M. Boualam Laroum, notre ami. Et voilà, donc c'est comme la nouvelle saison, donc ça se débute avec des stages à travers le pays. Vous savez que la CAF donne toujours des quotas par rapport aux régions. Au niveau du pays, on a 9 régions et il y a 9 CAF A, il y a des CAF B, il y a des CAF C. Et n'oublions pas aussi, il y a des stages fédéraux, ce qu'on appelle les stages fédéraux, donc avec un niveau A, niveau B, c'est le FAF 1, FAF 2, FAF 3, et puis ils ont intégré, ça fait une année, un nouveau niveau, c'est le CAF D, c'est intermédiaire entre le FAF 3 fédéral et le CAF C de la CAF. Voilà. Devant vous, notre consultant, vous étiez son élève. Oui, c'était mon instructeur. Pour le CAF C, il y a à peu près 10 ans, pour le CAF B et à la fin pour le CAF A. Donc j'ai eu la chance de l'avoir comme instructeur, comme professeur. Et il est comment? Un peu sévère, il faut le dire, mais bon, sévère dans le travail. Et aussi, j'ai travaillé à la fédération en tant qu'entraîneur des U17. J'étais entraîneur adjoint des U17 sous la houlette il était DTN adjoint et le DTN c'était Amr Shafiq. Donc c'est surtout les académies, il était responsable des académies, il peut vous parler de ça. Mais moi j'étais adjoint de l'entraîneur U17 et en même temps académie de Sidi Ben Abbas. Et les académies, nous en reparlera tout à l'heure, puisqu'on va parler des jeunes ce soir dans l'émission. Avant de démarrer donc notre première rubrique, alors sachez, c'est une information, mais ça concerne une athlète de l'équipe nationale, c'est Kélian Nemour qui vient de décrocher une étape de Coupe du Monde, toujours au bar asymétrique. Les détails sur cette belle victoire de notre athlète, notre championne olympique, ce sera tout à l'heure dans le journal de 19h. Allez, tout de suite, nous allons parler des Verts de l'équipe nationale de football, c'est tout juste après le jingle.
retour sur la 8e journée des qualifications africaines au mondial 2026 où l'équipe nationale a été accrochée par la Guinée lundi soir lors du 8e match. Donc un résultat qui rapproche l'Algérie de la phase finale. Morad, malgré le match nul, les Verts conservent la tête du groupe G avec 19 points. Oui, bien sûr. On a toujours le destin entre, disons, on a 19 points, l'Ouganda qui a 15 points, il ne suffit que 3 points, donc une victoire sur 2 matchs. Le prochain match, c'est contre la Somalie et le dernier match contre l'Ouganda à domicile le 13 octobre et contre la Somalie, ce sera le 6 octobre. Normalement, Inch'Allah, il n'y aura aucun problème, on va se qualifier. Moi, je vais poser la question à l'instructeur, à l'expert FIFA. Aujourd'hui, peut-être que les médias, la presse, critiquent un petit peu l'art et la manière. Mais bon, on le sait qu'en football, aujourd'hui, quand il s'agit de qualification, l'entraîneur, donc Petkovic, a assumé pleinement son rôle, son projet sportif, son contrat, puisqu'il lui était exigé de se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations, mais également de se qualifier à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, on le dit, hein, on est peut-être à 3 points, on aurait aimé être qualifié bien avant, mais il n'y a pas le feu à la maison. Aujourd'hui, il reste encore 6 points à prendre, il reste 2 matchs, dont un qui est pratiquement à la portée des Fennecs, ce sera face à la Somalie qui est éliminée. Il n'y a pas lieu de crier au loup. Bien sûr, bien sûr. Moi, ce qui est anormal, parce que il faut toujours faire le contexte. On est dans une situation. Et lorsqu'on remarque ce qui se passe à travers le monde, dans les poules, que ce soit européen ou au niveau africain, quand on voit, par exemple, à titre d'exemple, les ténors de l'Afrique, comme le Cameroun, comme le Nigeria, comme le Sénégal, c'est des habitués de la Coupe du Monde. Et ils se retrouvent à la même situation, sinon pire que notre équipe nationale. Maintenant, la critique, c'est vrai qu'il y a une critique peut-être sur la manière, mais toujours est-il que on est en tête de notre poule, il reste 2 matchs. Le plus important, c'est une équipe qui est en construction, avec l'arrivée du nouveau coach. C'est aussi le début de saison également. Exactement. Maintenant, il faut se projeter vers l'avenir. Ça veut dire qu'on a une Coupe d'Afrique aussi qui est une station très importante pour la préparation de la Coupe du Monde. Et aussi, un revue d'effectifs, c'est tout à fait normal. Il y a des joueurs peut-être qui vont être appelés ou rappelés par l'entraîneur. Et je pense qu'il n'y a pas le feu, il faut être optimiste. Notre équipe nationale a fait un très bon parcours, malgré la défaite du premier match face à la Guinée. À Guinée, c'est pas le feu à la maison. Maintenant, il faut l'accompagner, cette équipe. Il faut l'aider, parce que on ne veut pas revenir disons à 4 ans ou 5 ans où il y avait une pression terrible sur l'entraîneur, une pression terrible sur les joueurs. Je pense qu'il faut de la sérénité, il faut qu'on essaye de ramer ensemble vers le même objectif, c'est-à-dire faire une très bonne Coupe d'Afrique, qui est très important pour notre équipe nationale, afin de faire rêver une autre fois le public algérien friand de victoire. Pour la 5e Coupe du Monde de l'équipe nationale. Voilà, une équipe en construction. L'essentiel est de se qualifier à cette Coupe du Monde 2026. Et on revient un peu à ce match nul, à cette rencontre des Verts. Donc, comment avez-vous trouvé la prestation des poulains de Petkovic ? Bon, après le match de Botswana, c'est vrai qu'on avait un bon moral pour jouer ce match contre la Guinée. Et si on a vu le match, c'était pas bon. Disons, le rendement de notre équipe nationale était tout juste moyen. Mais il faut dire aussi qu'on a raté des buts en première mi-temps, surtout d'Amoura, où il a raté un but, où il pouvait donner cette balle à Benarhama. On aurait marqué le premier but. Et ce qu'on retient, on a raté un but, mais aussi on a Atal aussi. On allait encaisser également. On allait encaisser en deuxième mi-temps un but. Mais je pense que dans une
préparation, plutôt des phases de compétition des éliminatoires de la Coupe du Monde. Bon, c'est vrai qu'il y a eu 6 victoires, une défaite, plus un nul. C'est un bilan plutôt positif. Bien sûr qu'il est positif. Bah oui. C'est vrai qu'il reste, il nous faut 3 points sur 6 de matchs. C'est vrai que c'est pas encore joué. C'est pas acquis. Au football, il ne faut jamais dire qu'on va se qualifier. C'est sûr qu'on va gagner un match sur 2. Mais c'est plutôt des matchs abordables. Mais c'est rassurant, on a une bonne équipe, il faut pas, on a de très très bons joueurs. C'est vrai que le rendement, il part surtout contre la Guinée, comme l'a si bien dit Hakim, c'est le début de saison, c'est les joueurs peut-être ils ont dans les jambes que 2-3 matchs de compétition dans leur club européen ou ici. Donc peut-être au mois d'octobre, il y aura un meilleur rendement. Allez, retour sur ce match Algérie-Guinée. Il est commenté par notre journaliste Ramzi Mhamdi. C'est un très très court sujet. Après, on vous donne les résultats et le classement de ce groupe G. Les Verts se contentent du point du nul face à la Guinée en match comptant pour la 8e journée du groupe G. Une rencontre qui était compliquée certes face aux Guinéens, mais les Algériens qui devront hausser leur niveau de jeu lors des 2 prochains matchs gardent leur chance intacte de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Les partenaires de Mahrez qui comptent désormais 4 points d'avance, soit 19 unités contre 15 sur l'Ouganda et le Mozambique qui ont pris le dessus face respectivement à la Somalie et le Botswana, devront faire le plein d'abord à Kampala et composter leur billet pour le mondial à domicile contre l'Ouganda le mois d'octobre prochain lors de la 9e et 10e journée devant leur public. Voilà, et pour ce qui est des résultats de cette 8e journée, donc la Guinée face à l'Algérie, 0 partout. Ouganda-Somalie, l'Ouganda s'est imposé sur un score de 2-0. Et enfin, le match entre le Mozambique et le Botswana, donc le Botswana qui s'est incliné sur un score de 2-0. Pour ce qui est du classement, l'Algérie toujours en tête de ce groupe G avec 19 points. Le suivi de l'Ouganda, 15 points. Le Mozambique, 15 points. La Guinée, 11 points. Le Botswana, 9 points et enfin la Somalie avec un seul petit point. Voilà, et donc reste 2 matchs, ce sera le 6 octobre prochain face à la Somalie et le 13 octobre face à l'Ouganda. Voilà ce qui va refermer cette page consacrée à l'équipe nationale. On passe à une toute autre compétition, c'est la Ligue 1 professionnelle. On en était à la 4e journée, c'est tout de suite après le jingle. Quatrième journée de la Ligue 1 avec ces 8 matchs, 4 victoires à domicile, 2 matchs nuls et 2 victoires à l'extérieur. Donc ce qu'on retient peut-être, c'est la belle victoire de la GS Saoura qui rejoint la tête du classement en compagnie du Mouloudia d'Oran, du CF Arbo, plutôt de l'Olympique Arbo et du MB Wisset avec 7 points pour chaque club. Donc je vais revenir vers notre consultant si on revient un peu sur la victoire ou peut-être le match qui vous a le plus marqué lors de cette 4e journée. C'est le match CRB contre la GS Saoura, un très bon match où il y a eu beaucoup d'actions de but. Bon, CRB qui a marqué en premier, il y a l'égalisation de la Saoura et la Saoura qui a cru jusqu'au bout, et elle a eu une victoire à Stade de Hamlaoui. Donc c'est une belle victoire pour Saoura, donc qui remonte au classement. Et CRB, bon, disons, c'est vrai qu'un match nul ou peut-être aurait été équitable vu les actions aussi du CRB, mais je pense que Saoura aussi a mérité son match. Et il y a le Mouloudia aussi qui a gagné à Olympique Arbo, c'est son 2e match du championnat. Donc Arbo qui était, disons, sur une bonne dynamique, bon, arrêté par le Mouloudia d'Alger. Abdenour, qu'est-ce qui vous a marqué depuis l'entame de ce championnat, cette nouvelle version du championnat 2025-2026 après 4 journées? Bah, pour le moment, vous savez que il y a eu du mal à trouver des entraîneurs pour l'encadrer. C'est pour ça que je vous pose la question. Voilà, en tant qu'instructeur. C'était pas évident pour l'ensemble des équipes. Maintenant, pour l'entame du championnat, on est à la 4e journée avec beaucoup de matchs de retard. Mais je retiens aussi la belle victoire du MCO contre la GSK. L'année passée, c'était le même score. Ils ont gagné. Mais aussi, nous devons savoir que le début
c'est des fois, il y a des résultats, mais l'essentiel c'est de garder cette dynamique de victoire. C'est pas évident. C'est pas évident, mais ce que je retiens aussi, c'est par exemple pour le club du MCU. Moi, j'ai passé 2 ans. Et il y a une nouvelle équipe, je leur souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite. C'est qu'on a vu qu'une équipe qui est en pleine métamorphose, qui a beaucoup de volonté de la part des joueurs. Et cette volonté, si elle reste dans cet esprit d'équipe pour qu'ils puissent être avec le nouveau entraîneur Garrido qui vient d'arriver, je pense qu'ils vont faire une belle saison. Maintenant, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que le nouveau promu qui fait des sensations, c'est le Rui 7 avec le coach Amrani qui est à la tête du club. Ils font une très belle prestation. C'est un début de saison, on va dire. Oui. Donc, début de saison, on ne peut pas se juger. Mais maintenant, au fil des matchs, il y a toutes les mesures d'accompagnement. Il y a le staff médical, la préparation physique, il y a la préparation mentale qui va jouer un grand rôle. Et puis, ça va, disons, au fil du temps, on va voir des équipes qui vont se démarquer avec des équipes qui ont un effectif, parce que le plus important, c'est pas avoir des joueurs dans le champ, mais avoir un groupe, soudé, une très bonne administration qui protège. Un bonbon de remplaçants. Et au niveau des gradins aussi. Avec cette nouvelle mesure de rajeunissement des effectifs qui a été promulguée par la fédération concernant les 2005, 5 joueurs. Donc c'est disons une nouvelle étape pour les clubs pour qu'ils puissent aussi donner la chance aux jeunes, parce que c'est exigé au niveau des recommandations de la fédération de mettre 450 minutes pour les 2005 dans la phase aller. Donc c'est une aubaine pour les jeunes de se démarquer et de confirmer leur talent pendant la phase aller. Et pourquoi pas être détecté et jouer en équipe nationale également. Vous avez parlé du Mouloudia d'Oran et direction Oran pour parler du Mouloudia d'Oran qui a réalisé une belle opération devant la jeunesse sportive de Kabylie, qui réalise sa première défaite après 2 matchs nuls. Retour sur cette rencontre avec ce résumé signé Hakim Keshroud et Mourad Eitaha. Parti pour les 45 premières minutes de jeu et la GS Kabylie pour l'instant 11e avec 2 points. On dit pour l'instant c'est provisoire en attendant la fin de cette 4e journée. Allez, c'est parti du côté du MC Oran avec bien sûr cette équipe qui va vouloir à domicile aujourd'hui mettre une grosse pression. Et Mchaoudi a montré de belles choses contre Akbou en jouant sur le côté gauche. Allez, le ballon pour le MC Oran là-bas sur le côté. Akib normalement plutôt sur le côté gauche, c'est Goudjil. Allez, le centre et ça vient toucher à la transversale. Oula, belle balle. Allez, attention à cette contre-attaque, ça va très vite du côté de la GS Kabylie. Attention aux espaces. Allez, à ce ballon, c'est joué en 1-2. Allez, c'est bien donné peut-être pour la frappe. Première frappe et la bonne défense. Il s'est bien couché. De Keroum, le Hakim moderne, les balles arrêtées sont vraiment... une arme supplémentaire. Hein, voilà. Donc, et si on voit Mahyouch devant le ballon, c'est que, à mon avis, c'est lui qui va... Il va botter, il va tirer directement. Et là, une bonne frappe. Allez, 4, 5, 6 joueurs, pratiquement 4 joueurs qui forment le mur. Et bien sûr, il y a une surveillance accrue sur le capitaine Kabyle, Boudebouz et Marius pour botter ce coup franc. Allez, la frappe de Boudebouz et la parade des 2 points du gardien qui va mettre en corner et premier corner du match. Et regardez cette belle image du stade Miloud Hatfi, au complexe sportif Miloud Hatfi, inauguré en 2022. Et regardez ce beau monde, regardez les supporters du MC Oran présents. Peut-être le MC Oran ont eu du mal déjà à avoir un coach pour cette nouvelle saison. Attention à Bada, la frappe. Qu'est-ce qu'il rate Bada sur cette action de l'extérieur du pied. Et l'arbitre qui siffle la fin de cette première mi-temps sur un score de 0 partout entre le MC Oran et la GS Kabylie, qui n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent en première mi-temps. Ça s'est joué beaucoup plus dans le milieu de terrain.
Et il y avait beaucoup de déchets, on va dire, dans le jeu Tahar. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de déchets, beaucoup de balles perdues, surtout au milieu de terrain. Donc, le départ est dans cette... que ce soit le MCO ou la JSK n'arrivait pas à garder le ballon. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de rythme, il n'y avait pas de changement de rythme. Allez, attention à cette percussion, la frappe, elle est trop écrasée et pas assez puissante pour le gardien Hadid. Et un carton pour le coach, pour Garrido. Et il commence bien la saison, Garrido. Le coach de bienvenue. Allez, ce ballon. Et c'est encore une fois bien donné. Attention à cette balle à percussion, peut-être pour le centre. Et il a préféré garder le ballon. La frappe et le but. Ouverture du score après 52 minutes de jeu pour Aoudjen et le MC Oran. L'ouverture du score, la situation qui se débloque enfin dans ce match. 52e minute de jeu. Et Aoudjen qui vient ouvrir la marque pour le MC Oran, Morad. Qui frappe correctement une balle de l'intérieur. Il croise son tir. C'est pour ça que Hadid, disons, a été battu. Bada qui n'a pas bougé. Et c'est Moulay, je pense, qui fait Là, qui donne le ballon. Voilà. C'est Moulay, le numéro 21. Qui donne le ballon. Et de l'intérieur du pied, il croise sa frappe. Avec Nachat. Allez, il va trouver Mahious. Mahious qui se retourne. Le centre de Mahious. Forou, la balle qui est manquée. Cette balle de Hamidi. Belle action de Mahious sur le côté droit. Un centre vraiment... bien fait, puissant. Attention encore à ce ballon. Peut-être le centre, point de pénalty. Bakou. Il y a pénalty. Sifflé par l'arbitre Boujmatar. C'est Bakou qui obtient le pénalty à la 85e minute de jeu. Le tacle dans le dos de Boujema Mehdi. Le sifflet de l'arbitre Bourda qui s'élance. Ouf, c'est bien botté, c'est bien fait. Et le deuxième but pour le MCO. Et la palenka de Boukhalda. Il a pris un risque. Ce jeune joueur... Et c'est fini sur le score de 2-0 en faveur de la GS Kabylie, du Mouloudia d'Oran devant la GS Kabylie pour le compte de la 4e journée. Très belle victoire du Mouloudia d'Oran face à la jeunesse sportive de Kabylie Morad Aitar. Vous avez commenté cette rencontre, donc Aoudjen qui ouvre le score à la 53e minute de jeu. On a vu le très beau penalty botté par Boukhalda à la 89e minute de jeu. Très belle victoire du MCO. Belle victoire du MCO, MCO plus volontaire, plus réaliste et disons une victoire méritée. JSK, on peut dire qu'en première mi-temps c'était disons un match vraiment disputé, il y avait beaucoup d'engagement physique des deux équipes. 10 cartons, on rappelle, 10 cartons jaunes dans ce match. Un pour le nouvel entraîneur, Garrido. Pour sa bienvenue. Vous l'avez souhaité la bienvenue. Sans retour. Voilà. Et en deuxième mi-temps, l'USMA, plutôt le MCO, plus réaliste, ils ont bien joué et ils ont géré le score de 1-0 avec l'entrée de Bakou et de Job. Donc Garrido a préféré faire entrer deux attaquants pour encore espérer marquer un deuxième. Et ce qu'il y a eu, il y a eu des ratages comme l'action de Hamidi à un bon centre de Mahious. Mais je peux dire que c'est une victoire méritée pour le MCO. Et beaucoup de regrets, comme je l'ai si bien dit pendant le match, pour la GSK. La GSK qui a de très très grands rendez-vous. Hein. Le MCO, il fait fort. Donc pour en termes de saison, un nouvel entraîneur, ils ont eu des difficultés à se préparer, ils ont eu des difficultés à mettre un entraîneur. L'arrivée de Garrido, c'est le petit coup de pouce qui donne un petit peu du baume au cœur à ses joueurs. Oui, disons, c'est plutôt un déclic mental. Parce que nous devons être réalistes, un entraîneur ne peut pas pendant 2-3 jours faire un changement sur le plan tactique ou bien sur le plan de la composante ou donner sa philosophie. Il faut du temps. Maintenant, c'est vrai lorsqu'il y a la mise en place d'un nouveau coach, sur le plan mental, peut-être sur le plan communication, sur le plan consigne, sur le plan chaque joueur doit prouver
qui peut être un joueur, disons, efficace au niveau des compétitions. Donc il va se donner à fond pour que l'entraîneur lui donne d'autres chances. Et je pense que l'entraîneur Garrido, il connaît bien la maison, c'est-à-dire il connaît bien le championnat national, il est au niveau du ESMA. Donc, il connaît le moral des joueurs algériens aussi. Voilà, c'est difficile parce que sur le plan mental, le joueur algérien, il a besoin toujours d'être boosté, d'être encadré, d'être, disons, protégé. Et voilà, le rôle de l'entraîneur, c'est d'être ce guide, ce encadreur qui peut donner confiance à l'ensemble des joueurs et à son staff aussi. Et c'est tout ce qu'on souhaite à cette équipe du MC Oran qui entame la saison, quatrième journée, qui réussit donc cette belle victoire face à une équipe prétendante au titre, la GS Kabylie, qui va avoir beaucoup de travail, surtout avec la Ligue des Champions qui approche. On va en parler dans quelques instants. D'autres matchs étaient au programme jeudi et vendredi avec donc deux superbes affiches. Le résumé de ces rencontres qui se sont disputées jeudi et vendredi, c'est un sujet signé Riyad Belkhadim. En ouverture de la quatrième journée, l'affiche à l'Est a vu l'Entente de Sétif l'emporter devant Constantine. Mais c'est Constantine qui a ouvert la marque après un festival du nouveau venu Roule. Festival qui met complètement dans le vent la défense, passe pour Tahar qui ouvre le score pour le CSC. Sétif va tout de suite répondre grâce à un chef-d'œuvre à la 49e minute de jeu signé Zerrouki. Zerrouki qui offrira la victoire avec un doublé à Sétif qui l'emporte 2-1. À Mostaganem, la même journée, l'Espérance a ouvert le score grâce à Ben Khalifa à la 8e minute de jeu. Mais c'est Louis VII qui a égalisé avec un but contre son camp de Masmoudi. Le leader, l'Olympique d'Arbour, recevait le champion sortant, le Moulier d'Alger. Et c'est les visiteurs qui ouvrent la marque après un travail de Messoussa pour Hleimia qui se fait oublier par la défense et marque le seul but de la rencontre. Le Mouloudia l'emporte à Béjaïa, 1-0. Au stade du 20 août, le derby algérois a souri à Ben Aknoun devant le Paradou. C'est Saad à la 21e minute de jeu qui signe un chef-d'œuvre et qui permet à Ben Aknoun de remporter ce derby. Et ce derby qui a été fatal à Bilal Zeli, l'entraîneur du Paradou, qui jette l'éponge. Après le match, Ben Aknoun, donc qui l'emporte et qui enfonce un peu plus le Paradou, qui reste dernier du classement. Voilà, donc on va revenir avec vous, Monsieur Abdelkarim Ben Aouda, sur la journée du jeudi. L'Entente de Sétif qui réalise également une belle opération à domicile, 4 matchs sans défaite pour l'Entente de Sétif qui est devant le CS Constantine qui n'arrive pas à maintenir un bon rythme même si c'est le début de saison. Le deuxième match, ES Mostaganem, un Berruisset qui entame bien la saison, se hisse à la première place du classement, partage la première place du classement et qui a su arracher le point du nul devant l'ES Mostaganem. Oui, une belle victoire de l'Entente de Sétif et une très belle prestation du joueur Zerrouki qui a marqué 2 buts. Un doublé. On a vu le match, c'était un match équilibré, mais on a vu toujours sur 2 buts de championnat ce caractère qui caractérise les joueurs de l'Entente de Sétif avec surtout l'apport des supporters. C'est très important pour le début de cette... Vous savez, en football, lorsque on a un public en or... Le deuxième homme, c'est ce qu'on appelle le deuxième homme sur le terrain. Moi, ils ne sont pas sur le terrain, mais ils sont là. J'ai toujours dit que c'est le premier en Algérie. Hein, c'est parce qu'il peut être... C'est le titulaire impératif. Il peut vous booster pour des résultats étonnants, comme il peut être, disons, un apport négatif, surtout sur le mental. On a parlé sur le mental des joueurs. Donc, une belle victoire de l'équipe de l'Entente Sétif. Et Rouisset qui revient avec cette première année
au niveau de la Ligue 1. Je pense qu'avec un encadrement au niveau de qualité, un staff aussi qui a de l'expérience au niveau du Louis VII, un effectif qui a un mélange de joueurs expérimentés, des jeunes joueurs et des jeunes joueurs. Je pense que Louis VII aussi peut faire une sensation durant cette saison. On passe à la journée du vendredi avec vous, Aïtaha Morad. Ben Aknoun qui gagne face au Parado Athletic Club qui débute très mal la saison et d'ailleurs sans entraîneur aussi puisque la direction du Parado Athletic Club a résilié à l'amiable le contrat du coach Zeri Bilal. Le deuxième match a opposé l'Olympique Akbo au Mouloudia d'Alger. Akbo qui chute devant le Mouloudia après 3 matchs sans défaite. Après une bonne dynamique de l'Olympique Arbo, surtout après son match nul au Derby Kabyle à Tizi Ouzou, donc le reçoit le Mouloudia qui joue son deuxième match du championnat, qui confirme, c'est le champion, qui confirme sa bonne santé, donc il y a une belle victoire du Mouloudia. Donc c'est son deuxième match et sa première victoire. Et pour, bien sûr, il y a le match de l'assaut contre Mbeyog. Je pense que c'est sa première victoire qui revient dans ce championnat. Ça c'est plus la journée du samedi. C'était Benakhnoun Parado. Parado qui n'arrive pas à gagner de match, elle a qu'un seul point, disons. Bon, et qui se retrouve sans entraîneur également. Sans entraîneur, peut-être la démission de Bilal, je pense qu'il sait peut-être, si c'est lui, il y a une précipitation, disons 4 matchs, 4 journées, même si on a eu qu'un point. Donc il fallait... Le Parado, ils nous ont habitués à mal démarrer la saison, à partir de la 11e, 12e journée. On connaît Parado. Parado, ce n'est pas une équipe qui va jouer le championnat. Bon, si c'était la JSK ou l'USMA, Mouloudia, on va dire qu'il y a une crise. Mais Parado, elle a l'habitude, donc des joueurs pour former beaucoup de joueurs, jouer le milieu de tableau. Je pense que... Et surtout nous offrir du beau football également. Peut-être un mauvais départ, mais la démission de Thierry, il est responsable. Maintenant, c'est le club, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est les deux? Ça, on ne le sait pas. On le saura peut-être plus tard. Mais je pense qu'il y a un peu de précipitation dans cette décision. Allez, cette 4e journée s'est clôturée samedi avec 3 rencontres. ASO Chilef MCEB et le Shabab Riadi Belouizdad face à la Saoura et l'USMA d'Alger face à Khenchla. Le résumé de ces 3 matchs, il est signé Ramzi Mhamdi. L'ASO signe sa première victoire depuis le début de la saison. Les Chelfis ont parfaitement réagi après la défaite face à la JS Saoura où ils se sont imposés contre Al-Bayad sur le score de 2-0. C'est après un joli centre de Ben Alam en profondeur et une mauvaise appréciation de Marouane, Ben Chouia profite de cette aubaine pour inscrire le premier but de la partie. À la 85e minute, Bekouch parviendra à aggraver le score en marquant le second but de l'ASO alors que les joueurs d'Al Bayad s'étaient arrêtés croyant un hors-jeu. Mais après consultation de la VAR, Oukil, l'arbitre du match, valide le but aux grandes dames des visiteurs. 3 premiers points pour les Chelfis qui leur permettent de souffler avant leur périlleux déplacement la semaine prochaine à Constantine. Le CRB, quant à lui, avait cru faire le plus dur en ouvrant le score face à la JS Saoura par l'entremise de Belhousseini à la 24e minute suite à un centre millimétré de Khassef, mais le Shabab s'auto-saborde en s'inclinant au stade Hamlaoui de Constantine. بالحسيني يعود إلى ملعب الشهيد حملاوي ويعود للتسجيل هذه المرة بقميص شباب بلوزداد. المجهود البدني الذي قام به الثنائي نوف الخاص. Les sudistes parviendront à niveler la marque seulement 2 minutes plus tard par l'intermédiaire de Boutiche et réussissent à faire douter les Belouzdadi. هكذا تمكنت الشبيبة الصورية التدخل من خاسف والمتابعة من إبراهيم رفيق يعدل النتيجة بعد تنفيذ ضربة الانطلاقة للمباراة حتى التدخل هذا حتى الوصول البوشيبة في تنفيذ. Mais à force de vendanger les occasions, le CRB subit et cède à la 83e minute suite à un corner bien botté de Bouchiba
Akassem, qui traînait dans la surface de réparation, inscrit le but de la victoire de la JSS qui repart de Constantine avec les 3 points alors que le Shabab Riyadi de Belouizdad peut nourrir des regrets. Enfin, les usmistes peuvent s'estimer heureux de ne pas avoir laissé des plumes à Tchaker face à l'USMK. Preuve en est l'ouverture du score à la Juninho d'Islam Bakir sur coup franc qui a laissé Bambot sans réaction. Une réalisation d'ailleurs qui pourrait figurer dans le top but de la saison. Malmenés durant cette rencontre, les protégés de Bencheikha arriveront à niveler la marque grâce au nouvel entrant Gennaoui, bien servi par Recha, un résultat en demi-teinte des usmistes qui sont passés à côté de la correctionnelle, mais qui montre aussi que cette équipe de Khenchela sera difficile à manier cette saison. Voilà, donc c'était les résultats de cette dernière journée. Donc la journée du samedi, on va revenir sur le match AS Ochlef. Mouloudia El Bayed, 2-0 pour l'AS Ochlef qui réalise sa première victoire de la saison. Et le Bayed sans victoire pour le moment parce que c'est vrai qu'il y a un sursaut de l'équipe de Schlef. Mais si on voit le match, c'est surtout le problème d'alignement de la dernière ligne défensive de Bayed. On a remarqué sur le deuxième but qu'il y a eu, il voulait jouer le hors-jeu. Et voilà, ça paye catch. Donc on a remarqué que beaucoup de buts lors de cette 4e journée, sur 50% c'est des coups francs. Et l'ensemble des buts qui ont été marqués, c'est sur des contre-appuis ou des contre-attaques. Donc ça veut dire que les équipes qui sont bien préparées, qui ont cette fraîcheur physique, peuvent faire la différence dans les 20 dernières minutes sur les contres ou bien sur les attaques rapides. Et ça s'est illustré sur l'ensemble des matchs. Mourad, le match qui vous a marqué, celui de l'AGS Saoura face au Shabab Riyadi de Belouizdad, 2e victoire de suite pour la Saoura, et aussi le match entre l'USM Alger et l'USM Khenchela. Même malgré le match nul, l'USM Alger maintient son rythme de 3 matchs sans défaite. Bien sûr, mais c'est un match nul à domicile, donc on peut dire qu'elle a perdu 2 points, mais l'USM Khenchela méritait ce match nul. Et on connaît l'USMK, c'est un club qui commence toujours bien le championnat. Toujours la phase aller, elle commence très très bien le championnat. C'est un match nul mérité, un très beau but de Bakir sur un coup franc qui a laissé Belmbot battu. Moi je pense que c'est un nul équitable, voilà, et un bon point pour Khenchela. Voilà, donc on va passer à Hakim, aux résultats et au classement avec Allez, vous. Les résultats et le classement, 16 buts au total ont été inscrits lors de cette 14e journée. On va voir ces résultats. L'US Mostaganem qui a fait match nul face à Ruisset, l'Entente de Sétif qui s'impose 2-1 face au CS Constantine, Ben Aknoun qui bat le Parado Athletic Club 1-0, le Mouloudia qui s'impose face à Akbou 1-0, le MCO qui bat la GS Kabylie 2-0, l'AS Ochlef bat El Bayed 2-0, le Shabab Riyadi de Belouizdad qui a été battu par la GS Saoura 2-1 et enfin l'USMA d'Alger et l'USM Khenchela qui se quittent sur un score nul de 1 but partout. Au classement, on vous donne juste les 4 premiers. Alors ils sont 4 en tête du classement. MCO, GSS, Olympique, Akbo et MB Ruisset avec 7 points. Le MCO est en tête à cause du goal average puisqu'ils ont plus 2. Au bas du classement, 13e AS Ochlef avec 4 points. La GSK est 14e avec 2 points. Le Paradou 15e avec 1 point. Et Al Bayed qui ferme la marche avec un seul point. Quant au programme de la semaine prochaine, il y aura de très très belles affiches. Des affiches également qui seront amputées par des rencontres avec bien sûr, vous le voyez, donc ces matchs, le match du Mouloudia d'Alger, MC Oran qui lui se jouera donc le 16 de ce mois de septembre et puis la GS Kabylie qui jouera son match le 24 septembre en raison de la participation, Sarah, de ces 2 formations à la Ligue des Champions qui débute le week-end prochain. Tout à fait Hakim, donc les 2 représentants algériens en Ligue des Champions africaines, à savoir le Mouloudia d'Alger et la jeunesse sportive de Kabylie joueront le premier tour préliminaire de cette prestigieuse compétition africaine samedi prochain, soit le 20 septembre prochain. Le Mouloudia d'Alger se déplacera au Libéria pour affronter le FC Fassel, donc samedi 20 septembre à partir de 17h. Pour ce qui est de la jeunesse sportive de Kabylie, elle se rendra au Ghana pour défier le Bibiani Gold Stars Football Club et ça sera également samedi à partir de 16h. Alors juste avant de passer aux jeunes, bien sûr on va en parler très rapidement
rapidement de la Super Coupe donc, des jeunes qui s'est jouée ce week-end. Messieurs, la GS Kabylie, Mouloudia d'Alger en Ligue des Champions, très rapidement, c'est que le début, c'est la première phase, donc le chemin est encore très très long. Les chances de ces deux équipes, alors GS Kabylie pour Aït Tahar et puis Mouloudia pour Ben Ouda. Morad. C'est un tour préliminaire. Bon, on peut dire que la JSK, peut-être que ça va jouer en aller-retour et que le retour ce soit au stade de Hossein Aït Ahmed. Je pense que normalement la JSK fera le plein pour se qualifier pour le prochain tour. Mouloudia. Mouloudia, oui. Ils vont être attendus cette saison. Bien sûr, mais il faut retenir une chose, que maintenant on n'est pas sur les noms disons des clubs qui font sensation chaque fois, mais le monde a changé, le football a changé, surtout africain, et cette équipe du FC de Libéria, disons 60% c'est des joueurs étrangers. Donc c'est pas dans le voilà, c'est pas des joueurs du Libéria, beaucoup d'Africains et beaucoup des joueurs du Nord-Afrique. Donc ils ont recruté cette année au niveau de leur club. Donc chaque club va jouer sa carte. Maintenant, le Mouloudia a de l'expérience de son genre de compétition, et je pense qu'avec l'effectif que possède le Mouloudia, elle va se qualifier, Inch'Allah. Hakim, je voulais juste souligner par rapport les clubs engagés dans les coupes africaines, que ce soit l'USMA, Mouloudia, JSK et le CRB. Il y a beaucoup de jeunes qui partent à l'étranger. Et ça, c'est un problème, comme le cas de la JSK, qui joue la Ligue des Champions, qui peut jouer le titre et la Coupe d'Algérie, et que tu as Berkane et Boualia, ils sont jeunes, qui partent à l'étranger. Donc, c'est des clubs algériens qui jouent la Ligue des Champions, donc c'est des joueurs, disons, très bons, perdus. Il y a le Mouloudia aussi. Il y a Bourras aussi qui est parti. Or que c'était une pièce, c'est un très très bon joueur, pièce importante. Donc c'est que on veut que nos clubs. C'est l'image de la saison où Belmadi était parti. Voilà, c'est-à-dire on veut que nos clubs aillent plus loin dans la Ligue des Champions ou la Coupe d'Afrique ou remporter une Coupe africaine. Or des joueurs partent. Il y a aussi, comme il a si bien souligné tout à l'heure Abdelkrim, c'est obligé, par exemple, je peux obliger les clubs qui ne jouent pas les Coupes d'Afrique pour faire signer 5 joueurs 2005 parmi les 27 joueurs. Mais les équipes qui jouent les coupes africaines. Donc ça, je pense que c'est un handicap parce qu'ils veulent bien avoir d'autres joueurs peut-être plus âgés pour être plus performants, pour jouer d'expérience pour jouer sur les 3 fronts. Donc est-ce que c'est pas un handicap pour ces clubs engagés en Coupe d'Afrique? Ça, c'est une disons, c'est un point que je voulais soulever. Voilà. Oui, chacun ce problème s'est posé, ça fait 2 ans, 3 ans, c'est que ce qu'on appelle un revue d'effectifs ou régénération des effectifs au niveau des clubs professionnels. Et c'est vrai, on a remarqué que l'apport des joueurs africains, et ça c'est par statistique, lors des recrutements au niveau des clubs professionnels n'apporte rien. Sinon, que ce soit au niveau du championnat ou au niveau des championnats africains. À quelques éléments près, il y a eu des satisfactions, mais maintenant le recrutement, donner la chance aux jeunes, oui, mais le plus important c'est la formation, former une jeune élite pour qu'elle puisse être disons, une bouée de sauvetage ou bien un réservoir très important pour les équipes seniors. Mais tout ça doit se faire d'une manière, disons, se projeter toujours vers l'avenir, avoir un objectif, un projet fédéral et surtout que les clubs suivent. Parce que le plus important, c'est pas disons, injecter ou bien d'ordonner ou bien de faire des dispositions réglementaires mais aussi d'accompagner pour que puissent les responsables au niveau de club sachent que le seul chemin pour le développement du football national, c'est la formation des jeunes et c'est la création des académies et des centres de formation.
Alors donc, vous étiez en train de parler des jeunes. Les jeunes, c'est très important pour le futur. Aujourd'hui, on est en train de voir un peu partout dans le monde, on rajeunit la plupart des effectifs. Justement, vous étiez en train de parler de cette jeunesse algérienne qui peut-être pour certains n'ont pas leur chance. Il y a eu la Super Coupe d'Algérie Sarah qui s'est jouée. Ça se jouera en match aller-retour. Il y a eu quelques matchs qui se sont joués. Qu'est-ce qu'il y a lieu de dire sur cette Super Coupe d'Algérie chez les jeunes? Donc pour ce qui est de la Super Coupe d'Algérie, 3 matchs se sont disputés ce week-end, donc vendredi et samedi, donc les matchs allés de la Super Coupe d'Algérie. On va commencer par les résultats de la catégorie des moins de 20 ans, donc avec le Shabab Riadi de Belouizdad qui a battu l'US Bachar Djedid sur un score de 3-0. Chez les U18, l'Olympique Akbo a battu l'AS Ochlef sur un score de 2-0. Et enfin, chez la catégorie des moins de 16 ans, l'USM Alger a remporté la rencontre sur un score de 2-0 devant l'Espérance de Guelmar. Rapidement avec notre consultant Tahar Morad, on a parlé tout à l'heure un peu de la formation et surtout de cette équipe d'Akbo qui s'intéresse à la formation et on le voit aujourd'hui, ils sont en finale de la Super Coupe d'Algérie. C'est vrai, l'Olympique Akbo s'intéresse beaucoup, même l'année passée à l'équipe Espoir et les U20, même les U18. Dans la formation, bon, il y a la formation des jeunes joueurs, c'est-à-dire formés au club, mais il y a aussi la détection. Il y a des clubs qui, à l'âge, même le joueur à l'âge de 16 ans, 17 ans, il le détecte dans un autre club, on lui donne les moyens de jouer dans le club Akbo. Et il y a beaucoup de jeunes, on connaît ça, il y a beaucoup de jeunes qui sont pétris de qualité, ils savent bien que s'ils vont aller jouer dans de grands clubs, ils ne joueront jamais en senior. Ils le savent parce qu'il y a toujours le recrutement, la pression de la rue, des réseaux sociaux et surtout des clubs qui jouent les titres ou les Coupes d'Afrique. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui choisissent maintenant, même ils sont conseillés par leur manager, de jouer dans des clubs ambitieux qui jouent le milieu de tableau pour qu'ils espèrent un jour jouer en senior. Moi, je voulais revenir pour poser la question également. Où sont les clubs formateurs dans le temps? Il y avait le RC Kouba, il y avait l'OMR, il y avait l'ASMO, il y avait le Nasser Hussein Dey. Où sont-ils ces clubs qui nous donnaient des pépites du football national? On découvrait des jeunes. Aujourd'hui, on préfère aller chercher un joueur d'un autre club, formé par exemple comme à l'image de Amora, qui a été découvert un peu du côté de Djidjel, qui est passé par l'équipe de police avant d'aller à l'équipe de Djidjel. Aujourd'hui, il se retrouve en Allemagne. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces clubs formateurs, faute de moyens, n'arrivent plus à s'occuper de tous ces jeunes qui sont friands de football quand même. Oui, moi je serais un peu plus clair, c'est que le problème c'est pas au niveau de l'historique des clubs ou bien c'est au niveau de la politique ou bien du projet sportif, parce qu'il faut faire une nuance entre projet club et projet sportif. J'ai toujours milité pour qu'il y ait un projet club, c'est-à-dire que l'administratif fait un projet club pour les structurations, pour l'organigramme administratif. Il y a le projet sportif qui est du ressort du technicien. Maintenant, il faut lui donner les moyens. Et lorsqu'on parle de formation, lorsque l'administratif, ou bien, disons, le CA au niveau des clubs professionnels, sache que l'importance, il faut qu'accorder l'importance à la formation en créant les académies, par exemple, et les centres de formation, ce qui a été décidé par le gouvernement l'année passée, sur instruction du ministère de la Jeunesse et des Sports, d'obliger les académies, disons, de créer les académies. Et logiquement, on n'oblige pas... Ça demande de l'argent, créer une académie quand même. Oui, mais... Ça demande un centre, ça demande un hébergement, mais c'est pour ça qu'on parle de projet club. Le projet club qui n'a pas un département de management, un départ de sponsoring, maintenant le monde a changé. Ben oui, le football, c'est pas uniquement attendre des subventions de l'État et des entreprises pour qu'on puisse... Il faut un nouveau sang, il faut, disons, des compétences pour qu'ils sachent que maintenant c'est du business. Lorsqu'on parle de l'agence, tout le monde il est contracté. Non, le football est devenu maintenant une institution à travers
travers le monde, tous les clubs, produire, vendre et faire entrer de l'argent. Il y a un plan business et il y a un retour d'investissement. Voilà. Lorsqu'on parle de former des joueurs et d'essayer de les mettre dans des clubs avec des managers en Europe ou en Asie ou bien en Afrique, ou bien, c'est pour aussi faire un retour d'investissement. Il n'y a pas ce retour d'investissement. Et lorsqu'on aura cette visibilité, disons, de savoir comment faire le projet club et aussi mettre un projet sportif avec des objectifs réalisables. Parce que des fois, on rêve. Il y a une condition. C'est bien de rêver, on ne peut pas nous empêcher de rêver. Oui, mais le rêve est éphémère. Donc, lorsqu'on parle d'objectifs, il doit être quantifiable. Ça, c'est une condition quantifiable, mesurable, adaptable, mais surtout réalisable. Chaque équipe, chaque club, à travers la Ligue 1, rêve de jouer le titre. Mais il faut savoir ce qu'on a comme moyen, comme effectif, et de se mettre, comme il a si bien dit à un objectif d'être 6e, 8e. Ne pas jouer le championnat, parce que vous avez parlé sur les clubs qui, des fois, ils ont des trophées, ou bien avoir une U17 en championnat, ou bien une Coupe d'Algérie. Ce n'est pas une référence. Moi, j'ai toujours milité pour que le championnat tue la formation. Lorsqu'on saura comment préparer des joueurs, parce que ça, c'est l'entraîneur ou bien le cadre, il doit être évalué pas sur le résultat du championnat, c'est l'entraîneur enseignant, mais en jeu, comment vous avez pu avoir combien d'athlètes sont grimpés en sélection nationale, en sélection régionale. Voilà. Un réservoir, c'est important. Mais Hakim aurait dit que les clubs formateurs, ils ont disparu. C'est vrai, comme l'ASMO, comme l'USMH, RCK et tout. Mais des fois, c'est une réalité. Les clubs formateurs ne sont pas protégés. Ils forment, mais après, il n'y a pas un retour. Or il faut, dans ce sens, qu'il y ait des lois qui protègent les clubs formateurs. Méconnaissance des lois, ça existe. Méconnaissance des lois. Oui, c'est vrai que ça existe, les indemnités de formation et tout, mais moi je pense que c'est peu. Moi je pense que c'est peu, ces indemnités de formation. Oui. Un club qui forme des joueurs et des joueurs, je pense qu'il, sur le plan réglementaire, il doit être protégé pour l'encourager à produire d'autres joueurs. Vous avez parlé de l'ASMO d'Oran, de Junaid Hussein-Dey, on va parler de Ligue 2. Allez, la Ligue 2 qui a pris ses droits ce week-end, donc avec déjà quelques matchs qui ont été non joués. 2 matchs ont été décalés, dont un qui s'est joué donc juste avant qu'on débute cette émission. Je pense que le score était de 0 partout entre Benitour et le MOC de Constantine. C'est Constantine qui a gagné. 1-2-0. 1-2-0, voilà donc Constantine. La Ligue 2 qui reprend ses droits, messieurs, avec bien sûr 2 groupes. Et quel groupe, pas des moindres, ce sont 2 beaux groupes, le groupe Centre-Ouest et le groupe Centre-Est. Alors dans le groupe Centre-Ouest, on va retrouver des équipes qui sont habituées à la Ligue 1, mais aussi des équipes qui veulent revenir en Ligue 1, à l'image de l'USM Harraj, du RC Kouba, du Nasser Hussein-Dey, du Wydad de Tlemcen, toutes ces équipes de l'Azmo d'Oran, du Wydad de Tlemcen, toutes ces équipes vont devoir sortir le grand jeu cette saison. Ça va pas être facile pour ces clubs par rapport déjà au groupe Centre-Ouest, donc avec le Ralia Mascara également, donc on n'oubliera pas, il y a le Ralia Mascara, mais il y a des équipes, il y a la GSM Tiaret, donc il y a tous ces clubs qui vont batailler cette saison pour essayer de tirer leur épingle du jeu, puisqu'il n'y en aura qu'un seul qui accédera la saison prochaine. Ça va être compliqué, à l'image de la saison dernière. Oui, compliqué, mais il y a une différence. Je pense que pour la saison prochaine, il y aura 3 équipes reléguées de la Ligue 1. Oui. Il y aura 2 équipes de la Ligue 2 qui vont accéder automatiquement, et le deuxième, meilleur. Non, ils vont jouer un mini-championnat, une sorte de finale. Disons du groupe Est et Ouest. Et je pense que c'est difficile pour l'ensemble des clubs, parce que lorsqu'on prend la Ligue 2 zone Ouest, c'est vrai qu'il y a des équipes... disons que des grands clubs qui ont une histoire dans le football, même à l'Est.
Et je pense que ça sera difficile pour l'ensemble du club. On a vu l'année passée le duo entre Al-Harrach et l'US7 à l'Est et l'USMBA s'est dessiné jusqu'à la dernière minute. Et je pense que ça sera la même chose parce que les équipes se sont préparées dans ce sens pour accéder en Ligue 1. Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier, il va citer peut-être l'US Chaouia, le MSP Batna, l'AS Kharoub également. Ce sont des équipes qui ont goûté à la Ligue 1 et qui vont vouloir revenir à tout prix en Ligue 1 la saison prochaine. Bien sûr. Il y a aussi Biskra. Il y a aussi Biskra, l'US Biskra. Voilà, donc, mais disons, avant le début du championnat, pendant la préparation physique, il y a un peu de tapage médiatique. C'est-à-dire les clubs qui vont jouer l'accession, dont on trouve le Chaouia, le MOB, le Djidjel qui espère, et Cap Patna aussi. Mais après, bon, on le saura après. La réalité du terrain, c'est tout autre que le... du 1 Magra. Oui, tout est possible. Voilà. Tout est possible pour cette saison. On n'en est qu'à la première journée, rien n'est encore fait. On est en plein démarrage. La mayonnaise n'a pas encore prise pour ces clubs. On va voir déjà les résultats donc de ces groupes, à commencer par le groupe, je pense, le Centre-Est. Voilà donc les résultats de cette première journée, avec déjà un match entre la GS Djidjel et le HBC Shelroumlaït qui ne s'est pas joué. Et puis donc je disais, le MOC de Constantine s'est imposé 2-0 face à Benitour. Et puis le match ILB Khanchla US Biskra qui se jouera le 16 de ce mois de septembre. Pour le classement, il n'y a pas grand chose à dire. Les équipes qui ont gagné sont bien sûr en tête du classement. Celles qui ont perdu sont en bas du classement. On le voit ici. Donc les 3 premières places, Mob de Béjaïa, Batna, l'US Chaouia. Et puis en bas du classement, Shelroumlaït, c'est Benitour, MSP Batna. La prochaine journée se jouera donc la semaine prochaine, c'est-à-dire le vendredi 19 pour le centre-ouest et le samedi 20 pour le centre-est, avec de très très belles affiches. US Biskra, MOC de Constantine par exemple, Benitour face à Djidjel et le MSP Batna face au NRB Tlerma. Côté ouest, les résultats de cette première journée avec le Yassam Al-Harrach qui est tenu en échec 0 partout par le Mouloudiat Saïda, et puis bien sûr la victoire de la GS Albiar sur la GSM Tiaret. C'est peut-être la surprise de cette première journée, le Nas Al-Hussein Day qui s'impose 2-0 face au Wydad de Tlemcen pour le classement. Pareil que pour donc le centre-est, les 3 premiers, ou plutôt ceux qui ont gagné, sont en tête du classement. Reste juste un petit peu le goal average, Hussein Day, Azmoran, Albiar, et puis en bas Wydad de Mostaganem, Tlemcen et le CRT Mouchent au bas du classement. Pour le programme, ce sera donc la plupart des matchs se joueront le vendredi 19 septembre à partir de 16h. Un seul match est décalé, c'est celui qui opposera le Ralia Mascara au CR Inti Mouchent. Ce sera le samedi 20 septembre à 16h, Sarah. Voilà, donc c'était les résultats et le programme de la prochaine journée des 2 groupes, la Ligue 2 qui a débuté ce week-end. Et moi, je vais revenir vers notre invité pour reparler un peu de formation de ces clubs-là. Donc, je vous laisse le mot de fin pour parler de ça. Vous voulez parler des académies surtout? Oui. Bon, les académies, je pense que c'est très important pour l'ensemble des clubs professionnels tout d'abord. Et aussi c'était un projet phare de la fédération en créant les académies fédéraux. Maintenant, c'est au niveau des clubs. Je pense, et moi je lance un appel en tant que technicien pour que les clubs professionnels donnent plus de moyens et un encadrement de qualité. Et lorsqu'on revient à la formation, vous savez, vous avez parlé des 10 cartons, 10 cartons des avertissements pour un match. Mais ce qui m'intrigue... Ça, ce n'est que sur un match. On n'a pas parlé des autres matchs parce qu'il y a eu plein de contestations, plein d'autres cartons lors de ces 4e journées. Ce qui m'intrigue et ce qui me désole maintenant, c'est que des joueurs de la Ligue 1, dans la première journée, la deuxième journée, lorsqu'on marque un but, ils savent que lorsqu'on enlève le maillot, on prend un carton direct. Voilà. Mais c'est pas normal. C'est que des années et des années, il y a des équipes qui sont disons, sanctionné ou bien... On voit ça même en équipe nationale, oui. je voulais mettre... On avait même aussi proposé une formation avec les arbitres sur la réglementation par rapport au club. Mais... Oui, mais c'est pas un problème de formation des arbitres, parce qu'on a quand même, il y a aussi de la qualité des arbitres. Les arbitres nationaux, oui. Il faut tirer chapeau à quelques arbitres ils ont fait ces derniers matchs. Il y a de la qualité aussi. Il ne faut pas toujours parler sur le niveau
niveau des arbitres, mais on revient sur la formation, donc elle est globale. J'ai donné un exemple, à titre d'exemple, lorsqu'on voit un joueur de l'équipe nationale enlever son maillot après, c'est pas une Coupe du Monde. Surtout qu'il joue à l'étranger, qu'il joue à l'international. Oui, on joue en finale. Mais si on lui apprend à gérer ses émotions dès le jeune âge, c'est une régulation. Voilà. Et c'est ça la formation, elle est complète, elle n'est pas d'ordre tactique ou technique, mais elle est mentale et surtout c'est éducatif, c'est ce qui est important. Et lorsqu'on remarque sur des matchs que 10 avertissements, des fois c'est pas des faits des jeux, mais c'est un problème de comportement. Allez, on aurait aimé parler plus longtemps, le temps nous est compté. Abdelkarim Benahouda, merci d'avoir été avec nous, c'était un plaisir de vous avoir. On vous rappellera, vous serez encore une fois avec nous, Inch'Allah, dans cette émission. Aïd Tahar, merci. C'est moi qui vous remercie et très content d'avoir retrouvé votre prof. Oui, mon instructeur, formateur. Et votre ami en plus. Bonjour, un bon gaucher. Voilà. Sarah, c'était un plaisir de vous avoir avec moi ce soir. Merci Hakim. On se retrouvera dimanche prochain. Oui. Merci à toute l'équipe technique qui était avec nous du studio 2, à leur tête notre réalisateur, donc l'ami Tribesh, notre script, donc Radia Chabia, cette fois, je le prononce bien comme il faut. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Dans quelques instants, le journal d'information de Canal Algérie. Je vous rappelle seulement que l'émission sera rediffusée ce soir à partir de 22h45 sur la chaîne Chababia TV6 pour ma part. Je vous donne rendez-vous en compagnie de Sarah dimanche prochain, même heure, même chaîne. Ciao, bonsoir.